C'est pas humain de mettre une partie de la population à part comme ça. C'est pas humain d'accepter qu'il y a une citoyenneté normale et puis il y a des sous-citoyens. On est vraiment dans une situation, je dis insensée. Si en plus on supprime le RSA, les indemnités chômage et que sais-je encore, on arrive, mais là, à une véritable mise en danger volontaire des gens parce qu'on les affame. C'est-à-dire qu'on est quand même, depuis le 15 septembre, des millions de personnes en France ont perdu leur emploi. Ont perdu leur emploi et ne l'ont pas retrouvé. Et maintenant ne vont plus bénéficier des minima sociaux. Ce sont des millions de personnes qu'on jette dans la pauvreté, sachant qu'il y a 10 millions de personnes qui sont déjà pauvres en France. C'est quelque chose d'absolument cataclysmique dont on ne se rend pas compte. La société civile, elle est déjà fracturée, là. Vous pouvez voir, les gens s'engueulent dans les familles, les enfants avec les parents, les couples, des problèmes dans toutes les sphères, au travail, avec l'école des enfants. Enfin, c'est devenu complètement fou. On est devenu complètement fou. Bonjour Maître Prota. Bonsoir. Bonjour Marc Gauthier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Maître Diane Prota, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit pénal et aussi en droit des dommages corporels. Et Marc Gauthier, vous êtes juriste en entreprise en droit des affaires. Alors, le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal a été définitivement adopté le 16 janvier par le Parlement. Quels sont finalement les arguments, selon vous, qui pourraient être éventuellement développés dans le cadre d'une saisine du Conseil constitutionnel qui interviendrait pour faire obstacle à la promulgation de la loi éventuellement? Alors, les points qui pourront être soulevés par les parlementaires dans le cadre de cette saisine, selon moi, seront peut-être quand même un peu les mêmes, parce que la grande question est toujours la même, savoir si le législateur a agi de façon proportionnée au but qu'il recherche. Le but qu'il recherche, c'est la protection de la santé publique. C'est comme ça que c'est présenté. On dit que la protection de la santé publique est un objectif à valeur constitutionnelle. Ça veut dire que le législateur est libre de mettre en place des moyens pour atteindre cet objectif. Simplement, l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé qui nous est présenté doit être mis en balance avec les libertés de la Constitution qui existent déjà. Par exemple, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et d'autres principes fondamentaux comme le principe d'égalité ou d'autres qui ont encore été dégagés par le Conseil constitutionnel, par exemple l'intelligibilité de la loi. Je l'ai peut-être dit difficilement, mais c'est-à-dire que la loi doit être compréhensible et ça aussi c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Mais la question qu'il faut bien voir, le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la loi, donc en fonction des droits garantis par la Constitution, donc liberté d'aller et venir, c'est un des droits primordiaux et fondamentaux. On voit bien dans l'esprit de la loi que les principes fondamentaux sont supérieurs à des objectifs à valeur constitutionnelle qu'avec le temps, le Conseil constitutionnel a créé. Par définition, la liberté d'aller et venir est censée être supérieure à l'objectif de protection de la santé publique. Mais en tout état de cause, on doit les mettre en balance pour faire en sorte que cet objectif soit atteint en ayant des limitations tout à fait proportionnées et simplement d'ailleurs si elles sont nécessaires aux droits garantis par la Constitution comme la liberté d'aller et venir ou la liberté de conscience. On peut se poser la question, est-ce que par cette loi on atteint réellement l'objectif de protection de la santé? C'est la première question que devra se poser le Conseil constitutionnel. Est-ce que la logique du tout vaccinal va permettre cette protection? À partir du moment où on nous explique que le pass sanitaire ne marchait pas, on ne voit pas pourquoi le pass vaccinal marcherait plus. Ça n'a pas de sens. Et si le Conseil constitutionnel se penche sur la question, il pourra tout à fait observer que l'impératif de protection de la santé publique qu'on veut tous poursuivre peut être atteint par nous tous, d'ailleurs en tant que collectivité, sans nécessairement imposer à tous la prise d'un vaccin. On a les gestes barrières, on a effectivement aussi des mécanismes de traçage des uns des autres pour savoir si quand quelqu'un est par exemple contaminé, il doit pouvoir s'isoler, puis il y a des cas de contact qui peuvent être prévenus. Il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui pour protéger la santé publique. Et par ailleurs, la mise en place du pass vaccinal, non seulement ne le permet pas, mais en plus, à mon avis, la met en danger, parce que à quoi on aboutit? On aboutit au fait que beaucoup de gens, notamment des soignants, qui ne sont pas vaccinés mais qui sont négatifs au Covid, ne peuvent pas travailler. Et alors que des soignants qui, eux, sont vaccinés mais positifs, sont
réintégrer ou en tout cas appeler en renfort. C'est le même problème, le problème clair et simple, j'allais dire, du pass sanitaire transformé en pass vaccinal, c'est quand vous écoutez le Premier ministre Jean Castex qui nous dit quelqu'un de vacciné mais positif pourra prendre le train et quelqu'un de pas vacciné mais de négatif ne le pourra pas. On arrive à quelque chose d'assez ubuesque qui est finalement que les gens vaccinés et positifs jouissent de leur passe des libertés, si je puis dire, et ceux qui ne sont pas contagieux, en bonne santé, eux se retrouvent enfermés chez eux et sans aucun contact et sans vie sociale. Donc par définition, il y a des atteintes fondamentales bien trop grandes à la liberté d'aller et venir qui sont contenues dans cette loi. C'est l'argument principal, mais il y a aussi, et je pense qu'on pourra y revenir dans vos questions, la question de l'atteinte à la liberté de conscience. Car cette vaccination obligatoire heurte probablement les croyances et les valeurs de beaucoup d'entre nous. Quels sont pour vous les grands enjeux aussi finalement, que soulèvent ces dispositifs, que ce soit le pass sanitaire ou le pass vaccinal, voilà, les enjeux de société, les enjeux juridiques? Si vous avez une société qui instaure d'abord un pass sanitaire, qui donne encore un peu la possibilité à ceux qui ne veulent pas s'intégrer dans des vaccinations, on va dire forcées, parce que finalement ça revient à ça, et que ensuite vous avez un système qui est un petit peu plus contraignant avec un pass vaccinal, et qui donc là élimine en grande partie la possibilité de toute façon de faire toutes les activités qui étaient recensées dans le pass sanitaire en France, là vous tombez dans une validation de ce que l'on peut qualifier d'apartheid, malheureusement. Puisque l'apartheid est simplement étymologiquement et scientifiquement une mise à part de la population, une mise à l'écart, qui n'est pas du tout fondée sur le critère racial. Le critère racial, c'est un exemple d'apartheid, mais l'apartheid, c'est plus général que ça, c'est plus vaste. Et donc à partir du moment où vous avez une société qui accepte qu'une partie de sa population soit mise à l'écart de la société, à ce moment-là, vous tombez dans une société qui accepte de pulvériser littéralement 230 ans d'évolution de son histoire, depuis la Révolution française en France, où vous aviez, vous savez, le fameux triptyque, liberté, égalité, fraternité. Donc là, la liberté, c'est fini. Ils vous font un pass vaccinal pour avoir une vie normale. Donc on vous l'a déjà prise en fait, et on consent à vous la donner si vous faites ce qu'on vous demande. Donc la liberté, c'est fini. L'égalité entre les citoyens, c'est fini aussi, puisque justement les lois sont de nature clairement apartheid. Donc vous avez en fait une différence de citoyenneté, ce qu'évoquait aussi Diane dans de précédentes interventions, chose qu'on n'avait pas vue depuis l'Empire romain ou par rapport aussi à certaines périodes sombres de l'histoire, comme le régime de Vichy en France, où vous aviez notamment les Juifs, qui étaient en fait une sorte de sous-catégorie d'êtres humains, avec les droits qu'on a commencé petit à petit à leur retirer, parce qu'il faut se rappeler que pour cette partie de population-là, à cette époque, on ne les a pas tout de suite exterminés dans des camps et dans des chambres à gaz. On a commencé tout doucement à leur supprimer une partie des droits en tant qu'être humain, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec moins de droits qu'un chien. Et après, on sait comment ça s'est fini. Donc, on a déjà pris ce virage-là, c'est déjà acté. Donc, au niveau de l'égalité, encore une fois, scientifiquement, étymologiquement, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, néanmoins c'est un fait. Ou alors il faut changer la définition dans les dictionnaires de ces mots-là. Mais nous vivons en apartheid, que tout le monde accepte. Donc déjà, là, il y a un gros problème au niveau de la société. Ensuite, la fraternité, c'est fini aussi. Puisque ceux qui ont accepté en fait, de se soumettre à des choses qui étaient complètement non éthiques, immorales, illégales, et je passe sur les adjectifs que je pourrais encore trouver, n'ont pas voulu en fait, aider ceux qui ont décidé de résister en fait, à ces choses qui étaient naturellement pas du tout admissibles, quel que soit l'angle d'appréciation de ces choses-là. Donc ça, c'est le premier, on va dire, critère majeur d'enjeu pour un pass sanitaire, un pass vaccinal dans une société qui accepte de le mettre en compte. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'une fois que vous avez ceci, il faut quand même bien avoir en tête factuellement ce que ça signifie. Par exemple, là, si vous transformez donc en France le pass sanitaire en pass vaccinal, ce qui est fait, il faut quand même bien avoir en tête que ces gens-là donc, ne peuvent plus du tout avoir accès, j'ai pris les exemples de la loi, aux foires, aux salons, aux séminaires, au marché de Noël, aux remontées mécaniques à la montagne. Donc, il faut qu'ils aient des cuisses un peu costauds pour remonter les pistes. Les transports publics interrégionaux tels que le train, l'avion, le car, interdiction des bars, des restaurants,
Du théâtre, du cinéma, de l'opéra, du club de sport, de la salle de spectacle, du parc d'attractions, de la salle de concert, du festival, de la salle de jeu, de la bibliothèque, du centre de documentation, donc tout ça c'est fini. Les grands magasins, éventuellement à la discrétion des préfets en fonction des territoires. On leur interdit parfois donc aussi le camping, le club de vacances, travailler dans certains secteurs avec une suspension du contrat de travail qui est déjà actée, la rémunération bien sûr qui est suspendue, et même parfois les indemnités journalières d'arrêt maladie. Enfin, c'est un truc complètement fou, quoi. On n'avait jamais vu une telle brutalité et violence d'un gouvernement vis-à-vis de son propre peuple. Dans certains pays, mais on va attendre de voir ce qui se passe en France, mais il y a des camps de quarantaine qui sont montés, je pense notamment à l'Australie. On pense aussi, ce qui est acté aussi, si mes informations sont exactes, à l'Autriche et au Canada qui ont supprimé l'indemnisation de l'assurance chômage. En France, on a une quinzaine de départements socialistes qui ont désiré que le RSA soit supprimé à ceux qui en bénéficiaient s'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et on a même entendu certains esprits qui, pour moi, relèvent d'une déviance un peu satanique. Enfin, j'ai des difficultés à trouver un autre mot, où il faudrait en fait carrément leur interdire l'accès aux magasins alimentaires. Ce qui d'ailleurs ne s'est même pas fait sous le Troisième Reich, puisque les Juifs, lorsqu'ils étaient encore dans la société civile, ils avaient encore le droit d'aller au magasin alimentaire, prendre de la nourriture pour se nourrir. On les a affamés que quand ils ont commencé à être dans des camps. Donc bref, en fait, tout ça pour dire quoi? En fait, vous avez de facto un assassinat. C'est un assassinat social. Alors certes, c'est peut-être moins violent que physique, mais enfin on arrive quand même à la même philosophie ou idéologie qui sous-tend tout ça, à savoir vous avez des êtres humains qui veulent que d'autres êtres humains soient réduits à quelque chose de moins noble que des animaux pour lesquels on aurait du dédain et qu'on voudrait laisser du côté de la route, quoi. Donc, si vous voulez, lorsque vous arrivez à un tel constat, qui normalement devrait appeler des sanctions de crimes contre l'humanité, enfin, je veux dire, ou des atteintes fondamentaux aux intérêts de la nation, ou même de trahison. Il faut quand même bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. Hein. C'est-à-dire que si on continue pendant des années, parce que là, à mon avis, c'est pas fini, hein, c'est que le début, mais si on continue pendant des années à avoir une société comme ça, mais à mon avis, c'est la paix sociale que vous menacez de but en blanc dans toutes les sphères de la société civile. Hein. La société civile, elle est déjà fracturée, là. Vous pouvez voir, les gens s'engueulent dans les familles, les enfants avec les parents, les couples, des problèmes dans toutes les sphères au travail, avec l'école des enfants. Enfin, c'est devenu complètement fou. On est devenu complètement fou. Ce qui prouve bien que la société, elle était malade profondément bien avant que ça arrive. Et que ça, c'est simplement un révélateur de l'intégralité de ce qui se passe dans cette société. Donc voilà, je m'arrêterai là sur quelques on va dire, constats majeurs et prioritaires de ces enjeux de passe sanitaire et passe vaccinal. Mais franchement, ça fait peur pour l'avenir, quoi. Est-ce qu'il existe, selon vous, des obstacles juridiques qui empêchent le gouvernement, justement, de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire, ou est-ce que c'est davantage une décision d'ordre politique ? Non, il y a un obstacle juridique de poids sur la route qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a certes des considérations politiques sur lesquelles on pourra revenir, mais il y a une des choses qui est absolument fondamentale, que je n'ai pas entendue dans le cadre des débats au Parlement, sauf au Sénat, grâce à la sénatrice Mme Müller-Brand qui a apporté un amendement visant à créer l'objection de conscience, et c'est à l'occasion de cet amendement qu'elle a interpellé le Sénat et d'ailleurs donc le Parlement sur la question de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'appelle Vavrika, qui est une décision qui a été rendue le 8 avril 2021. Cette décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de la vaccination obligatoire fixe les conditions dans lesquelles elle peut être légale dans une société démocratique. Alors ça, l'État français est tout à fait au courant, comme d'ailleurs tous les autres États européens, que la norme suprême en Europe, en général en matière de droits fondamentaux, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, elle s'applique dans tous les États membres directement dans leurs droits, et n'importe quel justiciable, vous, moi, Marc, peut aller devant le juge judiciaire et faire valoir une atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais prendre un peu de temps, je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent. On a parlé du Conseil constitutionnel. Ce qu'il faut voir, c'est que si le Conseil constitutionnel dit qu'une loi est constitutionnelle, certes, on en prend acte, mais ça ne veut pas dire que le particulier ne peut pas saisir les juridictions en disant que, certes, la loi est constitutionnelle, mais elle n'est pas conventionnelle. Par là, on veut dire qu'elle ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, c'est un peu une question de mimétisme, parce que certains des droits de la Cour européenne des droits de l'homme, même la plupart, ont été repris par la Déclaration des droits de l'homme française. Ça veut dire que si, par exemple, le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir,
la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut très bien considérer que cette loi est constitutive d'une telle atteinte. Et par exemple, quand on se défend devant un tribunal, on a le droit, en tant, on va dire Madame X, je donne un exemple, Madame X qui est en train de perdre son emploi au cinéma, elle était ouvreuse au cinéma, enfin, je crois que c'est un métier qui existe peut-être encore, mais en tout cas, l'exemple est là. Donc, le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal. Alors, cette dame qui jusque-là travaillait encore au cinéma en se faisant certes des tests tous les jours et payant, ce qui était tout à fait anormal, mais pouvait exercer encore son emploi. Là, avec le pass vaccinal, elle est obligée de se faire vacciner. Si elle refuse, son employeur va suspendre son contrat de travail et elle va se retrouver dans une espèce de prison contractuelle, puisque finalement, on suspend ad vitam aeternam les gens tant qu'ils n'auront pas craqué. On ne comprend pas ici pourquoi on n'a pas le mécanisme normal du droit du travail, c'est-à-dire la rupture. Il y a des ruptures conventionnelles si on ne s'entend plus, c'est quand même dans les mariages, bon, on peut ne plus être d'accord. Non, mais c'est le divorce par consentement mutuel, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apaise les relations en matière de droit du travail. Souvent, les gens trouvent un accord eux-mêmes. Puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner, qui en plus n'avaient pas envie non plus de rester dans leur entreprise. L'occasion peut faire le larron. Enfin, on peut trouver des solutions. Il n'y a pas de raison d'exclure celle-ci. Alors, si on en voit une quand même, c'est que à partir d'un certain moment, si on va sur le droit du licenciement normal, on peut être amené aussi à condamner des chefs d'entreprise. Et certains chefs d'entreprise peuvent tout à fait considérer que ce n'est pas de leur faute si leurs salariés ne se vaccinent pas. Il peut aussi d'ailleurs considérer qu'il ne veut pas de cette vaccination, donc il n'est pas légitime que des indemnisations tombent sur les entrepreneurs. Ça, nous sommes d'accord, mais on peut trouver de toute façon des solutions. Et on ne peut pas laisser les gens, comme je dis, dans cette prison contractuelle, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, ça n'existe nulle part dans le droit. On est vraiment dans une situation, je dis insensée. Si en plus on supprime le RSA, les indemnités chômage et que sais-je encore, on arrive, mais là, à une véritable mise en danger volontaire des gens parce qu'on les affame. C'est-à-dire qu'on est quand même, depuis le 15 septembre, des millions de personnes en France ont perdu leur emploi. Et ne l'ont pas retrouvé et maintenant ne vont plus bénéficier des minima sociaux. Ce sont des millions de personnes qu'on jette dans la pauvreté, sachant qu'il y a 10 millions de personnes qui sont déjà pauvres en France. C'est quelque chose d'absolument cataclysmique dont on ne se rend pas compte. Et sur ce point, pour revenir un instant sur la question, donc si Madame X refuse de se faire vacciner, qu'elle est suspendue, elle pourra très bien opposer au niveau du Conseil des prud'hommes le fait que la loi, certes, est constitutionnelle, mais qu'elle ne respecte pas, par exemple, le droit au travail, le droit à des tas de choses, au niveau européen, et demander que pour son cas particulier, la loi qui a été votée, passe vaccinal, ne lui soit appliquée. Ça donnera, par exemple, contestant sa suspension, Madame X demande qu'on mette à l'écart la loi sur le passe vaccinal, et le juge normal, et le juge normal, c'est-à-dire le juge ordinaire, est censé le faire. Et c'est là que je reviens un instant sur la question de la liberté de conscience qu'on n'a pas vue. Madame la sénatrice Muller-Bronn a déposé donc un amendement visant à créer ce statut, car dans cette décision que j'expliquais, la décision Wawrinka, qui est donc celle qui s'applique à toute l'Europe. Monsieur Wawrinka, en réalité, il y a une dizaine d'années, qui est un ressortissant de la République tchèque, ne voulait pas faire vacciner ses enfants contre des maladies infantiles bien connues, tuberculose, poliomyélite, etc. Et la République tchèque a la même loi que nous pour les maladies infantiles, c'est qu'on vaccine les enfants contre elles et qu'il y a des sanctions si vous ne le faites pas. Alors la République tchèque, c'était 100 € d'amende et le petit, vous ne pouvez pas l'inscrire à la maternelle. Mais vous pouvez l'emmener à Hippopotamus et puis arrivé à l'âge de 6 ans, il va aussi à l'école. Et dernier point, ce qui a été pris dans l'arrêt Wawrinka, c'est que la loi tchèque avait prévu le statut d'objecteur de conscience pour ceux qui résiduellement ne voulaient pas se vacciner. Alors ça parle à tout le monde, l'objecteur de conscience, c'est celui qui à la base ne veut pas, pour des convictions profondes, faire son service militaire, et ça a été reconnu dans la loi. Donc nous, cet amendement qui a été porté par Mme Muller-Bronn et par d'ailleurs d'autres associations et collectifs qui l'ont soutenu, dit: prenant acte de la jurisprudence Wawrinka, si on regarde les critères qui ont été mis par cette décision, donc dans l'idée évidemment plus tard qu'elle se prononcerait, la Cour européenne des droits de l'homme, sur la question du Covid, il y a donc 4 raisons pour permettre que la vaccination soit légale. C'est donc que les maladies soient graves. Donc dans le cas des enfants de M. Wawrinka, oui, ces enfants pouvaient potentiellement mourir réellement de maladies infantiles. Le deuxième critère qu'a pris la Cour européenne des droits de l'homme, c'est dire que les vaccins étaient sûrs,
efficace et ses effets secondaires connus. Évidemment, quand on a rendu la vaccination contre la polio obligatoire, ça avait avec des années, des dizaines d'années de recul. Troisièmement, les sanctions. Les sanctions qu'avait pris la République tchèque, comme je l'ai rappelé, 110 € d'amende n'est pas aller à l'école maternelle, c'est plutôt léger. Et en plus, ça a vocation à ne pas perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, la sanction, si on la regarde, est complètement disproportionnée. On reprend les propos de Marc. On fait disparaître les gens, on les tue socialement, voire on peut en plus les affamer. Donc ça n'a absolument aucune proportionnalité. Et le dernier point, comme je disais, c'est que de toute façon, la loi qui est en train d'être passée n'a pas prévu ce statut d'objecteur de vaccination. Donc cette loi qui a été votée, elle est profondément inconventionnelle. Ça veut dire que, par exemple, Madame X dont on parlait pourrait dire « moi je ne me vaccine pas parce que cette loi est inconventionnelle et en plus elle ne prévoit pas le statut d'objecteur de vaccination ». Et l'objection de vaccination, pour en terminer par là, l'idée que cet amendement porte, et nous espérons qu'il sera porté aussi dans la société civile, c'est une façon de dire qu'il est temps, l'article 2 permet aux gens de résister à l'oppression. C'est un droit imprescriptible et sacré. Ça, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, l'article française. L'article 5 dit que la loi, on ne peut être obligé à faire ce que la loi nous impose. On ne peut pas être obligé à faire ce qu'elle ne nous impose pas. Or, on nous a bien dit que ce n'était pas une obligation vaccinale. Certes, elle est déguisée, mais ça n'en est pas une. Or, pourquoi nous forcer à tous nous vacciner? C'est une violation de l'article 5, mais c'est aussi une violation de l'article 9 sur la liberté de conscience, puisque finalement, on ne prévoit pas une obligation vaccinale, mais on en fait une norme sociale et on est exclu de la société si on ne s'y plie pas. C'est quand même la première fois qu'on contraint les gens par de telles mesures à appliquer une valeur sociale et finalement le président, quand il dit aux gens « vous êtes des irresponsables, vous n'êtes plus citoyens », c'est un jugement moral et nous, à ce moment-là, dans cet amendement, il faut que les gens opposent leur propre morale, leur propre croyance et leurs propres valeurs, parce que la loi n'a pas à rendre applicable une morale et à faire et à exclure par cette violation de la morale les citoyens de la société. L'âme humaine, la conscience humaine est ce que nous avons de plus précieux et aujourd'hui, on peut tout à fait considérer que les personnes qui ne sont pas vaccinées, ce sont par des choix profonds. Donc il me semble que c'est une violation de l'obligation de conscience et qu'on se met d'ailleurs sur le même point que nos gouvernants ou les politiques quand ils prennent des positions qui relèvent de la morale et non pas de la loi. Et je rebondirai aussi sur le contrôle de conventionnalité de la loi que tout magistrat est censé appliquer, s'il fait avec intégrité son travail. Il faut bien comprendre que le contrôle de constitutionnalité, c'est quelque chose qui appartient effectivement au Conseil constitutionnel, soit a priori, soit a posteriori. Mais depuis 1975, le Conseil constitutionnel a dit lui-même que ceux qui doivent faire le contrôle de conventionnalité de la loi, à savoir est-ce que la loi est conforme aux droits européens supérieurs applicables sur le territoire et aux traités internationaux que la France a ratifiés, tout ça, ce sont les juges entre guillemets ordinaires, avec la Cour de cassation au sommet de l'ordre judiciaire en France et avec le Conseil d'État au sommet de l'ordre administratif en France. Mais tous les juges sont obligés, s'ils font leur travail avec intégrité, de faire ce contrôle de conventionnalité de la loi. Je vous donne juste un exemple, mais ce n'en est qu'un, il y en a plein. Vous prenez un règlement européen qui est directement applicable sur le sol français, en tant que pays de l'Union européenne. C'est un règlement européen numéro 2021/953 du 14 juin 2021 et qui a été publié au journal officiel le 15 juin 2021 et qui est directement applicable sur le territoire français. Celui-ci vous dit dans les articles 3.6 et 7, noir sur blanc, sans quiproquo possible, que les passes sanitaires que les États membres de l'Union européenne aimeraient prendre ne doivent mener à aucune forme de discrimination. Zéro, entre ceux qui ont un pass sanitaire et ceux qui n'en ont pas. Ils disent aussi que ce n'est pas une condition préalable à la libre circulation des personnes. D'accord? Donc c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de quiproquo possible. Donc là, quand vous êtes magistrat, et que vous demandez, enfin on vous demande en tant que magistrat, d'appliquer le contrôle de conventionnalité, qui fait partie de vos attributions. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est une faute professionnelle. Vous pouvez être passible de révocation auprès du Conseil supérieur de la magistrature, à minima. Le juge qui refuse de l'appliquer, en fait, par cette action-là, prouve qu'il est dans une certaine idéologie. Puisque c'est tellement même pas sujet à interprétation, parce que je rappelle que le droit, c'est une science. C'est une science juridique. Alors, c'est une science humaine et sociale, elle est sujette à interprétation, il y a plusieurs positions qui peuvent être prises, certes. Ce n'est pas ce qu'on appelle une science dure comme les mathématiques ou la physique, mais ça reste néanmoins une science. Et lorsque vous avez des violations telles que celles que je viens de vous dire par rapport à un règlement européen qui interdit explicitement et catégoriquement ce que fait la France, l'Italie ou d'autres pays, peu importe. Là, on peut élargir à tous les autres pays de l'Union européenne. Donc si le magistrat
refuse de simplement appliquer le droit tel qu'il devrait être, à ce moment-là, lui-même se met en situation de faute professionnelle, de révocabilité possible après des conseils supérieurs de la magistrature, voire même, si on pousse dans le code pénal et qu'on cherche bien quelques infractions, il peut être lui-même passible, avec un juge d'instruction qui, là, cette fois-ci, sur commission rogatoire, viendrait le chercher chez lui à 6 h du matin pour qu'il s'explique sur le fait qu'il n'a pas voulu faire son travail avec intégrité. Là, il sera dans cette situation-là. Donc il faut bien que les gens comprennent ça. Maintenant, on est dans une situation où le pouvoir judiciaire est le dernier rempart, puisque l'exécutif est devenu complètement incontrôlable à faire n'importe quoi avec des propositions de loi par son gouvernement et que le législatif a accepté en se couchant lamentablement parce que la majorité était par rapport au même parti politique que l'exécutif. Maintenant, il reste le pouvoir judiciaire. Mais si les juges, à leur tour, refusent de faire leur travail, et on y reviendra plus tard, mais de respecter l'état de droit, en faisant donc l'application pure et simple de la pyramide de la hiérarchie des normes, on peut se demander, mais quelle va être la prochaine étape ? Si le peuple n'est pas protégé par ses gouvernants exécutifs, législatifs et judiciaires, il n'y aura que lui qui pourra se prendre en main. Et là, à mon avis, je ne veux pas faire de paris sur l'avenir, mais ça sera beaucoup plus sport et fun que ce qu'on est en train de vivre là. Même avec les manifestations à l'heure actuelle, ça n'aura rien à voir. Donc on est dans une situation où les magistrats ont fort intérêt à prendre conscience de l'importance de leur travail, à l'heure actuelle, parce que sinon ils risquent de porter sur leur moralité et leur propre conscience la responsabilité de ce qui risque de se passer dans ce pays, dans tous les autres pays qui sont soumis à l'Union européenne comme la France. Et là, je parle uniquement pour le droit européen. Mais si on élargit ça, le Canada, l'Australie, qui ont aussi signé des traités qui sont à l'encontre des lois qu'ils sont aussi en train de prendre chez eux, c'est le même problème pour eux. Donc c'est planétaire ce problème-là. Et à mon avis, on a le doigt sur la gâchette. Si les gens, et les magistrats particulièrement, refusent de faire leur métier avec intégrité et de simplement faire leur travail, on ne leur demande pas de faire autre chose. Faites votre travail avec intégrité, appliquez la pyramide de la hiérarchie des normes, faites votre contrôle de conventionnalité. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le contrôle de constitutionnalité, ce sont deux choses différentes. Mais pour tout juriste qui se respecte, et surtout tout magistrat, c'est fondamental. C'est une faute professionnelle de ne pas le faire, j'insiste. Mais il n'y a pas, pour rebondir sur cette idée, parce que si on revient là encore aux questions d'objection de conscience et de résistance à l'oppression, ce que dit Marc, c'est que cette loi va à l'encontre aussi d'autres principes, tels le fait de ne pas discriminer les gens. On est tous conscients qu'un cafetier, par exemple, qui n'ouvre pas sa porte à quelqu'un qui est non vacciné, en réalité commet cette discrimination. Alors, il est pris entre la poêle et le pion, puisqu'il se retrouve avec l'obligation de demander certains passes aux gens pour les laisser rentrer, avec l'obligation de le contrôler, mais il se retrouve aussi avec la possibilité, et ça c'est une possibilité courageuse, de faire valoir lui aussi son droit à la résistance à l'oppression et son objection de conscience. Il peut ouvrir la porte de son café et laisser rentrer les personnes sans passe, c'est-à-dire il s'expose à une amende, certes, mais si cette amende lui est envoyée, ce monsieur pourra lui aussi faire part de son statut d'objecteur de conscience et dire en conscience, je n'ai pas voulu appliquer une loi qui en elle-même est profondément discriminatoire et je n'ai pas voulu laisser des petits-enfants dehors et ne donner un menu enfant qu'à certains qui avaient un pass vaccinal. Donc cette idée d'objection de conscience, je pense que dit que le dernier rempart était les magistrats. C'est un rempart, effectivement, qui ne nous a pas beaucoup protégés jusqu'à aujourd'hui, mais il ne faut pas désespérer parce que le Conseil d'État semble avoir fait quelques avancées récentes, mais néanmoins le rempart qui reste, c'est nous-mêmes et c'est la société civile. L'objection de conscience est aussi vieux que la créativité, d'ailleurs aussi vieux qu'est l'être humain, et c'est la même idée que la désobéissance civile, mais qui résulte et qui se fonde sur des textes qui sont supérieurs, comme on l'a dit, la liberté de conscience au niveau européen, le fait qu'on n'est pas obligé de faire ce que la loi ne nous oblige pas à faire, le fait qu'on peut résister à l'application de textes profondément choquants et discriminants. Et c'est une idée réellement qu'on souhaite porter dans la société, qu'on souhaite permettre aux justiciables d'opposer dans chacune de leurs procédures, comme je l'ai expliqué avec l'exemple de la dame qui serait ouvreuse au cinéma, mais je pense qu'en plus des remparts juridiques qui doivent finalement quand même finir par marcher, parce que ça devient assez hallucinant effectivement que des magistrats n'appliquent pas des textes européens. C'est clair, il est écrit qu'il ne faut pas discriminer entre vaccinés et non vaccinés. Si vous empêchez les gens non vaccinés d'aller partout, ils peuvent prendre l'avion ou autre, évidemment qu'on les discrimine. Donc, ouais. Et je rajouterais aussi, excuse-moi de te couper, que cette situation-là qu'on a décrite ensemble, c'est même valable en situation d'état d'urgence sanitaire. Il
faut bien que les gens comprennent ça aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est en situation d'état d'urgence sanitaire qu'on peut se permettre en fait de faire n'importe quoi et de ne pas appliquer la pyramide de hiérarchie des normes. Il en aurait été plutôt différemment éventuellement si le président avait activé la Constitution directement avec un article 16. Là, on aurait pu discuter, puisque en activant l'article 16 de la Constitution, il se permettait de passer au-delà des traités internationaux et des conventions, et à ce moment-là, juridiquement, ça aurait pu se discuter. Mais ce n'est pas le cas. On n'est pas du tout là-dedans. Parce que l'état d'urgence sanitaire a été prise par une simple loi. La loi française étant inférieure, par exemple, au règlement européen que je citais tout à l'heure, elle doit se coucher. Elle doit être écartée comme non conforme au droit supérieur. C'est tout à fait exact. Si le président ou le gouvernement ne veut pas appliquer les traités internationaux, bien, il fait la déclaration au titre de l'article 16, qui est la déclaration sur les points de pouvoir, qui lui évite d'avoir à les appliquer. C'est un point tout à fait important. Mais en tout cas, il est certain que cette loi, tout le monde sait qu'elle viole tous les principes de la Convention européenne, qu'elle viole la jurisprudence Wawrinka qui a été posée à toute phase utile, justement pour servir de guide. Et il est certain que la France sera maintes et maintes fois condamnée quand la Cour européenne des droits de l'homme sera amenée à se prononcer. Donc là encore, cette question, on ne comprend pas. Et en plus, ce n'est pas finalement une application sensée et rationnelle de l'objectif de protection de la santé publique, parce qu'on est tous d'accord pour suivre cet objectif de protection de la santé publique. Il n'y a aucune difficulté, d'ailleurs, pour les Français vaccinés ou non vaccinés. Tout le monde est pour arrêter l'épidémie. Vous êtes spécialiste du droit des dommages corporels. Je crois que vous avez notamment défendu un petit garçon qui a perdu la vue. Alors ça, c'est en cours. On a parlé, il y a un petit garçon qui a perdu la vue 4 jours après la vaccination. La difficulté, c'est que les effets secondaires, quand ce sont sur des jeunes, c'est pour toute une vie. Je ne dis évidemment pas qu'il ne faut pas se soucier des effets secondaires sur des personnes plus âgées. Mais ce petit garçon, il a 12 ans. C'est toute une vie à être aveugle. C'est incommensurable comme préjudice. Ça représente, d'ailleurs, c'est pas l'argent qui va changer son problème, mais ça représente des millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONIAM, qui est l'organisme qui est normalement en charge de prendre en charge justement les aléas thérapeutiques, on l'a désigné pour prendre en charge les effets indésirables de la vaccination, mais la LPLF de cette année n'a pas voté de budget. Alors, si vous n'avez pas de budget, je ne vois pas comment vous allez indemniser les gens. Et d'ailleurs, on va vers un système où les dommages et intérêts vont probablement être limités, parce qu'on l'a vu, la Thaïlande, par exemple, limite à 10 000 € les dommages et intérêts. Singapour aussi a prévu de limiter le montant de dommages et intérêts. L'Australie, on en parle également. Et c'est vraiment quelque chose qui va se faire. C'est pour ça qu'il est très important, par exemple, dans le cas du petit que vous évoquez, mais aussi avec tous mes confrères qui sont dans notre collectif et qui défendent les effets et personnes victimes d'effets secondaires, il faut attaquer les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces médicaments, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on entend, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. L'ONIAM, c'est la prise en compte par la solidarité nationale d'un aléa thérapeutique. C'est normal. Quand l'un d'entre nous, c'est un principe là, de solidarité et de fraternité, est victime d'un aléa thérapeutique, d'une infection nosocomiale, il n'a rien demandé, il n'a rien pu y faire. Nous tous sommes solidaires et nous l'indemnisons par le biais de la solidarité nationale. Mais là, personne n'a demandé à être vacciner toute la France. Il y a des gens qui gagnent de l'argent pour ça, et ce n'est pas le quidam moyen, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Et il n'y a aucune raison que les personnes victimes d'effets secondaires indésirables ne puissent pas saisir la justice contre les laboratoires. Et j'ajoute encore une chose, parce qu'on nous parle beaucoup de contrats qui ont été signés entre la Commission européenne et puis les laboratoires pharmaceutiques. Mais un contrat, il n'est valable qu'entre personnes, il ne crée des obligations qu'entre les personnes qui les ont signés. Un contrat n'est par définition pas opposable aux tiers, ce qu'on appelle. Donc moi, que la Commission européenne ait signé ce qu'elle veut avec Pfizer, ça ne change pas le problème vis-à-vis des gens qui ont subi des effets secondaires. Ils peuvent tout à fait rechercher la responsabilité des laboratoires, et ça sera au laboratoire d'expliquer pourquoi ils ne seraient pas responsables. Donc j'invite tous mes confrères, mais d'ailleurs j'invite aussi tous les particuliers qui pourraient être victimes d'effets indésirables, non pas à saisir l'ONIAM, mais à se rapprocher d'un avocat et à lancer des actions contre les laboratoires. C'est eux qui doivent, à mon sens, payer tout ça, et certainement pas nous et la solidarité nationale. Peut-être un mot aussi sur le rôle du conseil scientifique et du conseil de défense sanitaire. Donc, conseil scientifique qui pèse sur les mesures prises par le gouvernement depuis plusieurs mois. Conseil de défense sanitaire dont les délibérations sont frappées du sceau du secret. Quel regard est-ce que vous portez justement sur le fonctionnement et la légitimité de ces deux conseils?
S'agissant du conseil scientifique, celui-ci a été créé par le président de la République alors qu'il existe dans nos institutions, enfin dans beaucoup d'autres autorités, la haute autorité, la santé, l'académie de médecine, on avait tout ce qu'il fallait. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a au moins une dizaine, on ne voit pas pourquoi on en a créé un autre. Par ailleurs, le président de ce conseil, M. Delfraissy, était en charge de savoir si les membres composant ce conseil avaient ou pas des conflits d'intérêts. On sait très bien que beaucoup d'entre eux en ont. Pourtant, M. Delfraissy, en tant que président, a considéré qu'il n'y avait pas de difficulté dans la composition de ce conseil scientifique. Mais c'est un conseil qui n'a pas de légitimité scientifique réelle, pas du fait des diplômes, mais du fait des conflits d'intérêts. C'est ça la difficulté. Il n'a pas, donc, ces décisions n'ont pas de légitimité réelle. On ne voit pas pourquoi il a été créé. Puis en dernier lieu, certains avocats ont essayé d'attaquer ces avis sur leur pertinence et le Conseil d'État a répondu que c'était inattaquable et la ligne s'est arrêtée là, il n'y avait rien de plus à dire. Donc on ne sait pas pourquoi c'est inattaquable. Et pour ce qui est des conseils de défense, alors moi aussi j'ai entendu dire, j'ai lu la presse comme tout le monde, que les décisions du Conseil de défense seraient classées pendant 70 ans. Alors je ne me permettrai pas de dire des bêtises parce que je ne vois pas sous quelle législation ou sous quel texte ça a pu être fait, mais nous avons promis de nous y pencher parce qu'effectivement ça choque tout le monde. On ne voit pas. D'ailleurs, un des problèmes fondamentaux, c'est que les gens reprochent un défaut de transparence. Les gens ont peur des produits qu'on peut leur donner, ont peur peut-être des vaccins. Ils demandent un débat contradictoire, transparent avec toutes les idées scientifiques, celles qui sont contre, celles qui sont pour. Mais par définition, si vous expliquez à la population que vous créez des conseils de défense qui n'existent même pas dans la Constitution, c'est en gros vous vous enfermez dans un bunker tout seul avec les gens que vous avez choisis et qui ne sont pas élus et que vous expliquez que vos décisions, on ne se connaîtra pas avant 70 ans, évidemment que c'est sujet à caution pour tout le monde et ça n'aide certainement pas à une confiance retrouvée et renouvelée dans les décisions qui sont prises actuellement. Que dit pour vous en fait finalement cette crise sur l'état global de nos institutions, de notre démocratie et des modalités d'exercice du pouvoir? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements selon vous qui ont été éventuellement mis en lumière par cette crise? Est-ce que nous sommes toujours dans un état de droit? Oui. Enfin, non. Mais je vais répondre à la question. En fait, vous savez, il y a une chose très simple, en fait, quand les gens ne sont pas d'accord. Très, très simple. Peu importe les convictions des uns ou des autres, les opinions, les avis plus ou moins éclairés, tout ça, c'est très bien, ça enrichit les débats, et grâce à ça, on a un enrichissement des pensées des uns et des autres, et c'est très bien. Surtout dans les sociétés démocratiques, hein, c'est un des piliers justement de la vie en communauté. Mais lorsque vous voulez atteindre une certaine vérité scientifique, en tout cas vous voulez la rechercher, vous êtes obligé de partir du référentiel dans lequel vous voulez vous situer. Donc là, si on parle de sciences juridiques et de sciences politiques, vous regardez quelles sont les caractéristiques, par exemple, d'un état de droit. Puis après, tout simplement, vous regardez si les critères de la définition sont remplis. Si vous voulez savoir si vous avez dérivé vers une forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme ou de dictature de façon plus globale, pareil, vous regardez les critères de la définition de ces choses-là dans les dictionnaires spécialisés, notamment les dictionnaires de sciences politiques, et puis vous regardez si vous les avez toutes. Voilà. Donc l'état de droit, c'est mort, vous l'avez déjà plus, puisque la pyramide de la hiérarchie des normes que l'on a évoquée tout à l'heure, c'est justement un des critères de l'état de droit. C'est cumulatif avec d'autres critères. Donc si la pyramide de la hiérarchie des normes n'est plus respectée, l'état de droit est déjà mort. C'est tout simple. Hein. Alors après, vous pouvez trouver ça très désagréable, vous pouvez crier à la fenêtre que c'est pas normal. Très bien, ça s'entend et émotionnellement, ça se comprend. Mais encore une fois, si vous voulez scientifiquement savoir et être neutre, vous regardez les critères d'une définition de ce que vous cherchez à démontrer. Donc l'état de droit, il faut la pyramide de la hiérarchie des normes appliquée par les juges. On l'a pu, jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas renaître l'état de droit. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas. Si je peux dire, les lois, elles sont toujours comme une marque. Si on fait que les appliquer, on va retrouver notre état de droit. Oui. C'est pas plus difficile que ça. Mais c'est une question de volonté aussi. Et j'allais dire, c'est visiblement, c'est pas un virus qui est censé réécrire notre constitution. Voilà. Et en plus, lorsque vous avez un des critères qui n'est plus rempli, il faut savoir que
Lorsque vous voulez un concept comme l'état de droit, les autres critères aussi, il faut voir s'ils sont affectés ou pas. Or, malheureusement, les autres critères de l'état de droit sont affectés aussi. Donc, vous avez par exemple la séparation des pouvoirs par l'indépendance de la justice. Donc là aussi, on pourrait sérieusement s'interroger. Lorsque vous voyez à quel point l'idéologie de l'exécutif est imprégnée dans les plus hautes sphères de la magistrature, avec des gens qui ont fait leur étude ensemble, qui sont bourrés de liens d'intérêt dans tous les sens, je citerai personne, mais même le président du Conseil constitutionnel à un membre de sa famille qui a fait partie de la stratégie vaccinale du gouvernement. Enfin, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, il y en a plein des histoires comme ça. Il y en a tout le temps, il y en a plein. Donc, mettons ça de côté. Mais l'état de droit, de toute façon, même si on s'arrêtait qu'au premier critère, on l'a pu. Or, c'est absolument nécessaire qu'on l'ait. Donc, voilà, il y a ça. Deuxièmement, si vous voulez savoir si vous êtes dans une dérive autoritaire, donc là, je ne vais pas développer parce que ça me demanderait à minima 20 à 25 minutes, donc je ne vais pas le faire. Mais par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que pour la dérive autoritaire, voire totalitaire, on l'a. C'est-à-dire qu'on a tous les critères de la définition sont remplis dans des dictionnaires spécialisés. Donc par exemple, je vais vous les lister. Vous avez une primauté de l'exécutif, vous avez une absence de respect des droits de l'homme. On a parlé un petit peu du droit tout à l'heure qui était violé, sur les droits de l'homme, les traités internationaux, le droit européen, la CESDH que Diane évoquait, donc on y est. Vous avez une réglementation de tous les aspects de la vie sociale et culturelle dans la société. Pareil, on y est. Quand vous ne pouvez même plus aller au théâtre ou à l'opéra, c'est que ça commence vraiment à être sérieux. Vous avez un développement de la propagande médiatique. Vous savez, c'est la pensée unique, il faut se faire vacciner, c'est répété en boucle, et puis on refuse de questionner ou d'entendre notre thèse, comme les traitements, comme autre chose. Enfin, bref, vous voyez. Vous avez une censure de l'autre côté des libertés d'expression et d'opinion. Ça aussi, on peut creuser. Vous avez les opposants au régime, entre guillemets, qui sont persécutés, bannis, exilés, voire emprisonnés. Donc moi, j'ai des gens en tête, je ne citerai pas de nom, mais tout le monde pense à certaines personnes, notamment du domaine scientifique et médical en France, qui ont été plus ou moins écartés ou mis de côté, ou en tout cas on aurait bien aimé. Vous avez un embrigadement de la jeunesse. Alors là, l'embrigadement de la jeunesse, je fais quand même une petite parenthèse en développement, parce que je n'ai pas le temps de développer tout, mais l'embrigadement de la jeunesse, on pourrait me dire, mais en quoi donc la jeunesse est embrigadée? Mais en fait, c'est tout simple. Rien que les manuels d'histoire-géographie depuis la 6e et jusqu'au lycée sont déjà imprégnés de chapitres qui justifient le bien fondé du confinement. Et ensuite, quand vous avez des concerts organisés en plein air, je pense notamment à Global Citizen qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines ou mois de ça, où vous avez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient sur scène et qui fait l'apologie de la vaccination Covid-19, alors que ce n'était pas du tout l'objet du concert. C'était quelque chose contre le réchauffement climatique, contre la pauvreté dans le monde, ce genre de cause, mais c'était absolument pas pour faire une apologie de la vaccination Covid-19, dont d'ailleurs Emmanuel Macron, le président, a fait une intervention par vidéoconférence à ce concert-là. Donc si vous voulez, la jeunesse a été impactée même jusque dans ses loisirs. Donc on peut se rappeler des choses qui sont passées dans l'histoire, ils ont commencé comme ça avec la jeunesse. Et enfin, je terminerai là-dessus, vous avez aussi une cooptation des membres au plus haut degré du pouvoir étatique. Donc certes, en démocratie, les élus sont justement élus, mais le problème c'est que quand vous avez les médias qui sont détenus à un large pourcentage par des grands milliardaires ou des grands groupes privés sur la planète, qui positionnent qui ils veulent au niveau des couvertures de magazines, au niveau de qui on invite sur les plateaux télé avec une forte audience, un grand audimat, déjà la démocratie, on peut vraiment se poser la question, qui décide quoi? Et qui tire les ficelles derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas des intérêts privés? Est-ce qu'il n'y aurait pas des firmes ou des lobbies qui seraient derrière les politiques? Moi je pense par exemple à Nicolas Hulot, en 2018 qui est parti. Alors après, moi je ne juge pas l'homme en tant que tel, je dis juste, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je ne peux pas faire ce que je veux. Il y a beaucoup trop de lobbies qui sont derrière tout ceci. Donc je pars. Combien de temps il est resté? Je crois qu'il est resté 1 an. Pour moi, que j'estime déjà beaucoup. Parce que si le système d'emblée l'empêche de faire les actions qu'ils veulent, parce que les lobbies sont derrière en train de casser toutes les velléités qu'il aurait aimé mettre sur place pour l'environnement et autres, déjà, ça vous donne un petit état de la démocratie. Après, moi, je veux bien que les gens ils y croient, et parce qu'ils ont envie d'y croire. Mais c'est de la poudre aux yeux si vous commencez à creuser. Alors bien sûr, après, ça ne plaît pas à beaucoup de gens de dire ça, mais il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information, il ne faut pas simplement écouter la télé confortablement assis dans votre canapé, les pieds dans les pantoufles, et à écouter aussi ce qu'on vous dit à la radio. Non, c'est fini ça. Il faut commencer à avoir un esprit critique un petit peu développé. Quand vous êtes adulte, c'est ce qu'on apprend aux enfants d'ailleurs quand ils sont petits, on leur apprend leur esprit critique. Donc là, la démocratie dans les pays occidentaux et ailleurs, il faudra quand même commencer à se poser des questions. Donc j'en reviens à ce que je disais, vous êtes en fait dans des situations de définition où vous avez tous les critères. Donc après la question, vous vous dites, peu importe ce que vous, à titre personnel, vous en pensez, si vous avez tous les critères et que vous êtes scientifique, vous êtes obligé de l'acter. Vous êtes obligé de regarder la réalité en face. Et si ça ne vous plaît pas, c'est à vous de mettre en place les actions pour que ce que vous venez de constater change. En début du mois de juin, il y a eu un rapport informatif de la délégation sénatoriale à la prospective rédigé par 3 sénateurs qui justement revenaient sur les stratégies développées par 6 pays asiatiques pour lutter contre l'épidémie, donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour.
Alors, les auteurs du rapport recommandaient notamment de se mettre en capacité technique et juridique de collecter des données personnelles rapidement si jamais les circonstances l'exigeaient et regrettaient l'intransigeance de la CNIL en France à cet égard. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment on peut expliquer, selon vous, finalement, l'attrait d'une partie de nos responsables politiques pour des mesures de surveillance et de contrôle de la population, dont certaines sont utilisées dans des régimes autoritaires ou totalitaires comme la Chine, qui était citée dans ce rapport? C'est Marc répondre, je voudrais simplement dire quand même dans un des dossiers que la CNIL s'est plaint 4 fois, et ça a été dans les journaux, ça a été dit au Conseil d'État qu'on lui donnait aucune mesure sur le pass sanitaire, et qu'il n'avait donc absolument aucun moyen de se prononcer. Il y avait d'ailleurs le défenseur des droits aussi qui l'a dit aux audiences, mais a priori, dire du mal de la CNIL, à mon avis, c'est plutôt la CNIL qui, elle, a envie de faire son travail, dans ce qu'on nous en dit, mais bon. Oui, tout à fait. En fait, on voit dans les rapports sénatoriaux, en effet, qu'ils ont déjà rédigé des centaines de pages sur des hypothèses où ils aimeraient, en fait, enfin, ils envisagent, je vais rester prudent, c'est pas forcément qu'ils aimeraient, mais ils envisagent très sérieusement de mettre un contrôle des populations totales dans le cas d'une épidémie nouvelle qui arriverait et où, en fait, vous seriez contrôlé du matin au soir, y compris jusqu'à vos achats en pharmacie, y compris jusqu'à ce que vous preniez vous passiez les portiques dans les transports en commun, où on vous saisit votre... Il propose de désactiver, mais c'est parce que c'est choquant, ce rapport du Sénat prévoit, en cas d'une épidémie plus grave, de désactiver les titres de transport des gens, mais aussi leurs comptes bancaires. Oui, les comptes bancaires, voilà. C'est écrit par le Sénat, quand même. Oui, c'est écrit par les sénateurs là-dessus qui ont demandé ce rapport. Et en fait, là, vous vous apercevez qu'en fait, vous tombez dans une... oui, c'est ça, dans une dictature, on va dire, à la chinoise, on va dire communiste extrêmement sévère, et où le modèle de société change, parce que nous, dans les pays occidentaux, on a fait passer l'individu en premier avec les libertés individuelles sur le collectif. Dans ce genre de société, en Asie, vous avez plutôt une suprématie philosophiquement du groupe par rapport à l'individu. Donc après, bon, il y a tout un tas de raisons à cela, historiques, culturelles, qui datent de plusieurs millénaires. Mais il faut quand même prendre en compte que c'est un changement de paradigme total et qui va complètement à l'inverse de ce que nous, dans les pays occidentaux, on a développé sur cette philosophie de liberté individuelle. Et donc finalement, vous vous rendez compte qu'il suffirait simplement qu'ils appuient sur un bouton pour encore plus faire une tuerie sociale des gens qui éventuellement refuseraient de faire certaines choses. Alors si vous voulez, moi dans la philosophie, si on a réellement un virus qui extermine l'humanité, je veux bien entendre ce genre de choses-là, faut pas non plus être extrémiste non plus dans l'autre sens. Hein, mais bon, si vous avez par exemple le Covid-19, où ils veulent, ou quelque chose qui s'apparente au Covid-19 au niveau du taux de mortalité et au niveau des peuples, enfin des populations cibles du virus, où on sait qui sont vraiment à risque, on sait à peu près les comorbidités, voilà, que les personnes sont particulièrement âgées. Donc si vous voulez... j'en reviens à ça, mais commencer à pondre des rapports sénatoriales qui suppriment totalement le paradigme sociétal dans lequel on vit, moi je me dis, soit ces gens-là ont complètement perdu la raison, soit ils sont en train de suivre quelconque plan que je n'ai pas en tête, mais en tout cas il y a quelque chose. Parce que là, quand on sort du domaine du raisonnable à ce point-là, moi je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique. Quand on voit les faits, les chiffres, et ce qui se passe, moi, je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Et est-ce que, selon vous, en fait, on pourrait aussi éventuellement, dans les années qui viennent, avoir d'autres dispositifs coercitifs inspirés du pass sanitaire ou vaccinal, mais qui ne concerneraient pas la sphère sanitaire, mais d'autres sphères, par exemple l'écologie, au nom d'un impératif de protection de l'environnement, voire d'autres domaines encore? Tout à fait. En fait, une fois que vous avez lancé la machine et que vous avez fait plier d'une façon ou d'une autre les populations à suivre, on va dire, la marche forcée, à ce moment-là, vous avez déjà ouvert la porte à tout le reste. Donc en fait, vous pouvez par la suite effectivement avoir un pass climatique avec un quota en fait de gaz à effet de serre que vous serez en droit d'émettre, etc. Après, dans la philosophie, c'est pas forcément ça qui est mal. Au contraire, il faut effectivement préserver notre planète, notre environnement, en essayant de faire des choses correctes et positives dans ce sens-là. Mais vous savez, c'est comme pour tout. Il y a la bonne façon de faire et il y a la mauvaise. Et lorsque vous avez commencé à vriller vers la mauvaise, alors déjà non seulement pour avoir l'accord des gens et le consentement, ça commence à être compliqué, mais en plus vous allez avoir quelque chose qui va être certainement contre-productif et qui va amener des périls et des problèmes, des catastrophes pires que ce que vous voulez éviter. Donc moi je pense qu'une des premières choses à faire, d'ailleurs tous les ingénieurs et scientifiques
que je connais, qui ont commencé à travailler sur ces questions, disent bien que la toute première étape, c'est d'abord d'informer la population. D'instruire les gens, c'est normal, ce n'est pas forcément leur domaine de compétences professionnelles, mais il faut déjà renseigner les gens. Et en fait, ces ingénieurs-là et ces scientifiques se sont aperçus que quand les gens avaient les cartes en main, les clés de compréhension du problème auquel ils étaient confrontés, bien souvent, ils acceptaient par eux-mêmes de faire les sacrifices, parce qu'ils ont bien compris que c'était pour eux, en fait, qu'ils le faisaient. Et que s'ils ne le faisaient pas, ils se tiraient une balle dans le pied. Mais si vous ne faites pas comprendre aux gens l'enjeu dans lequel vous êtes, vous ne les informez pas, vous ne leur faites pas comprendre les choses. Là, en France, vous avez par exemple la Convention citoyenne pour le climat qui a été dans l'idée quelque chose d'absolument génial à faire. Et les conventionnels de les citoyens de cette Convention pour le climat avaient tous bien compris qu'il fallait mettre vite en place des choses absolument vertueuses pour l'avenir. Et donc ils acceptaient en tant que citoyens que le reste de la population civile se restreigne. Mais si vous voulez, si vous avez des intérêts à court terme dans les lobbies et autres, ou la façon dont fonctionne le monde à l'heure actuelle, qui est orienté uniquement sur la croissance, sans se remettre en question demain, en fait, c'est du suicide. C'est juste du suicide. Et on attend juste à ce que la corde craque, à force de tirer dessus. C'est comme un élastique. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, et derrière, vous continuez à ne rien prévoir, ou c'est juste de la poudre aux yeux, comme du greenwashing, ça il y en a beaucoup, que ce soit dans la finance ou ailleurs. Mais une fois que l'élastique est tiré à la limite de la rupture, si jamais il pète, parce que mathématiquement il pètera, vous vous retrouvez sans rien et vous avez perdu des décennies à ne pas mettre en place quelque chose qui aurait été pour la pérennité de vos enfants. Et, il y a quand même quelque chose dans le mécanisme du pass où il y a peut-être des choses un peu différentes de marque dessus. D'abord, ça s'appelle le Green Pass au niveau européen. Alors, on peut se douter que ce n'est pas forcément lié à la santé et puis que ça a vocation à perdurer. Et pour d'autres objectifs, vraiment des objectifs verts, comme son nom l'indique. Mais est-ce qu'il faut voir au-delà de ça? Je suis d'accord de dire que par certains mécanismes, on peut protéger notre planète si c'est fait intelligemment, tout à fait. Mais le mécanisme du pass, c'est la fin de la justice étatique. C'est le problème le plus important. Moi, je suis contre tout type de mécanisme de passe parce que ça revient quand on a un mauvais comportement. Donc, ce n'est pas forcément, comme on a dit, la violation d'une obligation légale, puisque la violation de l'obligation de vaccination n'est pas possible, puisque ce n'est pas une obligation. Donc, à chaque fois, c'est pour sanctionner des comportements qui seraient soi-disant déviants ou immoraux, mais comme ce n'est pas une violation de la loi, le juge ne peut pas intervenir, ne peut pas venir dire non, ça, ce monsieur est coupable, il n'est pas coupable, ce monsieur doit être puni, pas trop, un peu ou beaucoup, mais le juge n'intervient plus puisqu'on ne contrôle plus la loi par ces mécanismes-là, on contrôle, comme on dit le Crédit social, le comportement des gens et on les efface et on appuie sur un bouton. Donc je crois que l'hôpital public est en faillite, ça on l'a dit, mais l'éducation nationale probablement aussi, quand on envoie les protocoles aberrants, UBS ou Abscon, qui de toute façon font que sont dans la rue ceux qui sont pour et dans la rue aussi ceux qui sont contre, enfin ça n'a absolument plus de sens, mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à travers cette crise, une des institutions qui aura été profondément marquée et à mon avis ébranlée, c'est la justice, parce qu'on est dans un autre mécanisme de sanction, on ne passe plus par un mécanisme de sanction légale par le juge, on passe par un mécanisme de sanction de la morale et des comportements par des technologies, par des nouvelles technologies, mais aussi par son voisin. Parce qu'à partir du moment où vous demandez au cafetier, mais le barman ou autre, de contrôler le pass, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on demande à un citoyen d'en contrôler un autre. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus nombreux et qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque bar et derrière chaque personne. Il est bien évident que la police nationale serait évidemment débordée si elle devait regarder les passes sanitaires à l'entrée de chaque restaurant, parce qu'il faut se mettre dans cette idée-là. C'est quelque chose qui est absolument impraticable pour la police. Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande aux citoyens de le faire eux-mêmes. Mais à ce moment-là, l'État, j'allais dire, devrait payer les personnes. C'est un autre métier à ce moment-là. Puis d'ailleurs, c'est limite une délégation d'autorité publique. Il y a une véritable... Parce que seules les personnes qui sont visées par la Constitution peuvent avoir le monopole de la contrainte pour l'État, c'est les policiers, donc peuvent arriver, vous arrêter, vous mettre les menottes, employer la force sur vous. Mais mon voisin ne peut pas mon voisin le barman ne peut pas employer la force sur moi pour m'empêcher d'entrer dans son bar. On n'imagine pas que si je rentre et que je ne suis pas vacciné, alors bon, j'aurai peut-être pas le temps d'appeler la police, puis je ne suis pas très grande, mais ça supposerait que quelqu'un vous mette à la porte en utilisant la force, parce que c'est bien la question. Donc, comme on ne peut pas le faire, et c'est peut-être intéressant que tout le monde le réalise,
m'analyse quand je dis que le dernier rempart, c'est nous. Arrivé là, il suffit parfois de dire non pour que les choses s'arrêtent. Le 11 janvier, là, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est entretenu avec le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius pour évoquer d'éventuelles modifications des mesures d'organisation de l'élection présidentielle du fait de la crise sanitaire. Dans le cadre de l'examen du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, on a eu une sénatrice de la Haute-Savoie, Madame Sylviane Noël, qui a déposé un amendement qui visait à garantir que le pass vaccinal ne pourrait pas être demandé dans les bureaux de vote au mois d'avril. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc un amendement qui a été rejeté. D'ailleurs, il y a eu un amendement similaire, je crois, qui a aussi été rejeté, mais à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est envisageable pour vous que sur le plan du droit, qu'un pass vaccinal puisse éventuellement être exigé pour accéder à un bureau de vote en cas de détérioration de la situation sanitaire? L'exercice de la démocratie a été déjà sérieusement mis à mal. Donc vous savez, au stade où on en est là, à l'heure actuelle, et là je vous parle en tant que juriste, un peu plus ou un peu moins. Je dis ça avec un peu d'ironie, non mais c'est extrêmement grave. J'imagine que c'était le cas, on dirait aux personnes non vaccinées de voter par correspondance. J'imagine mal qu'on enlève le droit de vote à tout le monde. Néanmoins, la vraie question, c'est à partir du moment où vous votez par correspondance, est-ce que ça a la même sécurité que lorsqu'on dépouille un bulletin de vote au vu, au su de tout le monde? Je pense que c'est ça la vraie question. Si on impose à une partie de la population de voter par correspondance, va-t-on bien traiter ces votes? A-t-on mis en œuvre les processus nécessaires pour les comptabiliser de façon transparente? Parce que j'allais dire, au bout du compte, dire à une partie des gens vous pouvez voter en vous déplaçant, aux autres vous le ferez de chez vous, c'est tout à fait discriminatoire. Mais si le vote est compté de la même façon en toute transparence, ce n'est certes pas normal, mais on peut arriver à un résultat d'élection qui ne serait pas contesté. On voit très bien que ça porte en germe une difficulté. Néanmoins, le Conseil constitutionnel, à l'occasion des précédentes lois, avait bien dit qu'on ne pouvait pas restreindre le droit de vote. Par ailleurs, je peux me tromper, mais j'ai cru comprendre que pour aller dans les meetings politiques, il n'y avait pas besoin de passe, que c'était à la discrétion des organisateurs. Donc si on ne demande pas le passe pour aller dans les meetings politiques pour l'élection, je trouverais peut-être un petit peu contradictoire de le demander pour aller dans les bureaux de vote. Oui, et puis de toute façon, comme je le disais aussi juste avant Diane, c'est que lorsque vous êtes déjà à un niveau de violation du droit, vous avez déjà tout ça qui est violé. C'est-à-dire vous n'êtes plus à une violation près pour aller voter. Donc, et ça, c'est même pas exhaustif. C'est toutes les violations au niveau du droit national, droit européen, droit international. Je suis sûr que je peux faire une ou deux feuilles de plus, si je creuse un peu. Vous voyez. Donc interdire le droit de vote aux non-vaccinés, c'est plus assez. Ça ne serait pas leur interdit, ça serait leur interdit d'aller au bureau de vote. Oui. Mais en même temps, quand on a demandé aux gens d'y aller en pleine épidémie, en leur demandant de prendre des risques pour leur santé, c'était pas mieux. Non mais j'allais dire, chaque année apporte son lot de nouveautés, mais tout est une question de balancier, c'est-à-dire que finalement quand on regarde ça rétrospectivement, on se dit que ne pas avoir annulé le premier tour des régionales pour avoir reporté le second n'avait pas de sens, tout le monde aurait préféré ne pas être contaminé. Des plaintes ont été déposées aussi contre plusieurs ministres devant la Cour de justice de la République dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Plusieurs milliers selon le procureur général près de la Cour de cassation François Molins. Une enquête a été ouverte sur la gestion de l'épidémie par la CJR. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen le 10 septembre 2021. Quelle est la valeur de ces plaintes? Est-ce qu'elles ont une chance d'aboutir ou est-ce qu'elles sont symboliques? Je pense qu'elles ne sont pas du tout symboliques, parce que ce n'est pas symbolique pour les gens de porter ce type de plainte contre leurs dirigeants. Quand on s'estime victime de la prise forcée d'une thérapie dont on ne veut pas et qu'on n'estime pas nécessaire, je ne pense pas que les milliers de personnes qui ont saisi l'aient fait à titre symbolique. Madame Agnès Buzyn a été poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de cette gestion. Le risque, c'est 1 an de prison.
1 an de prison, c'est le maximum, et en France, ça reste la même chose. Quand on n'a pas de casier judiciaire et qu'on est condamné à moins de 2 ans de prison, on n'y va pas. C'est nécessairement aménagé par le juge d'application des peines avec un bracelet ou que sais-je encore. Quand on y pense, on a quand même lu dans une tribune du Parisien des avocats appelant à pénaliser les personnes non vaccinées qui mettraient en danger la vie d'autrui en se baladant dans la rue. Alors, il faut faire de poids de mesure. Moi, citoyen lambda, victime de la politique sanitaire pour laquelle est poursuivie Madame l'ancien ministre Agnès Buzyn, je risquerais autant qu'elle en termes de risque pénal. Je risque autant de prison, ce qui est complètement aberrant. Néanmoins, les plaintes qui sont devant la Cour de justice de la République, moi j'en ai déposé aussi pour mes clients à l'encontre de certaines personnalités du gouvernement. Nous espérons qu'elles aboutiront à quelque chose, parce que la Cour de justice de la République fait un premier filtrage des plaintes, et là, le premier filtre est opéré parce qu'il y a 3 magistrats, 3 du Conseil d'État, 3 de la Cour de cassation et 3 de la Cour des comptes. Or, nous avons soumis, en tout cas, avec diverses associations, différentes questions en termes de marché public. La Cour de justice de la République type je vais peut-être mal le prononcer, mais le Monulpavir, je le dis, c'est celui-là. Récemment, on a acheté pour des millions et ça ne marche pas. Et personne n'a été mis en concurrence. Donc, avec nous avons saisi la Cour de justice de la République parce qu'il n'y a pas que les longues infractions difficiles à démontrer, comme celle dont on parle à propos de Mme Agnès Buzyn. Quand un ministre conclut des marchés publics au détriment des Français sur l'argent public qu'on perd, ça, c'est une infraction aussi. Donc, j'ose espérer que, par exemple, sur ce type de détournement, la Cour de justice de la République, qui est aussi composée de 3 magistrats de la Cour des comptes, va s'y pencher. On parle de réelle infraction, donc il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Par contre, le temps est notre ennemi, parce que, comme tout, si ça aboutit dans des années, des personnes qui, aujourd'hui, ne voudraient pas se faire vacciner ne pourront pas, elles ne s'intéressent pas à savoir ce qui se passera dans 3 ans. On voudrait que les choses s'arrêtent aujourd'hui. Donc, le droit pénal n'est pas ce qui permet d'arrêter toute cette machine. Mais par contre, le droit pénal est extrêmement important, parce qu'à la sortie de tout ça, il y aura des comptes à rendre, et si ces plaintes n'ont pas été déposées, les personnes qui sont responsables ne seront jamais jugées. Peut-être un mot aussi sur le collectif auquel vous appartenez tous les deux, le collectif les 300. C'est un collectif d'avocats et de juristes qui s'est levé fièrement et puis qui grossit avec le temps pour défendre les libertés individuelles dans ce pays. Et puis on a des liens avec aussi un peu l'international. Parce qu'on estime que ce genre de situation que l'humanité est en train de vivre fait juste partie de quelque chose que l'on ne pensait pas possible. Et donc vous avez les avocats étant par symbole les gardiens de la liberté ou des libertés individuelles. Et donc on a estimé que c'était nécessaire de commencer à créer un collectif de gens particulièrement investis dans cette cause que l'on estime noble et qui était nécessaire, puisqu'il faut se battre lorsque vous avez des choses complètement anormales qui sont en train d'être mises sur pied. Puis ça aboutit quand même à certaines choses, parce que vous nous demandez s'il y a eu des réussites. Oui, on a un collectif de valeureux avocats versaillais qui d'ailleurs fusionnent avec nous, qui sont formidables et qui ont obtenu la levée du port du masque en extérieur dans les Yvelines. Ça a continué à Paris, nous espérons que ça va continuer. Je les salue et on les félicite, et nous sommes heureux d'être tous ensemble. Je pense qu'en se regroupant tous ensemble et en étant nombreux, nous aurons plus de chances de parvenir à des victoires comme celles qu'ont obtenues nos valeureux avocats de Versailles. Pour conclure sur une note un petit peu plus optimiste, est-ce que vous tirez aussi des enseignements positifs de cette crise? Comment est-ce qu'on peut en tirer finalement le meilleur parti selon vous? Je dirais que toute crise de toute façon sert, on va dire, son évolution individuelle aussi bien que collective. Bon, c'est ma conviction, hein, je l'impose à personne. Mais je pense que faut passer par ce genre de situation, malheureusement encore à notre niveau d'évolution, pour comprendre et pouvoir évoluer dans le meilleur des cas. Vous savez, quand vous regardez l'évolution de la vie sur Terre depuis des milliards d'années, voilà, ça passe par des résistances, ça passe par des crises, des conflits, et puis c'est comme ça qu'on évolue, parce qu'on apprend de l'expérience qu'on a traversée. Quand vous comprenez que l'espèce humaine recèle encore en elle-même des souches ou des racines, on va dire,
pour être un peu manichéen, de bien et de mal, si on veut mettre des mots sur ces choses-là, vous vous rendez compte que plus l'être humain évolue et plus la forme du mal qu'il a en lui se matérialise de façon différente. Par exemple, aujourd'hui, on verrait d'un sale œil que le Troisième Reich revienne et fasse exactement ce qu'il a fait il y a plusieurs décennies. Par contre, les gens ne comprennent pas encore, je pense, ou en tout cas pas suffisamment, certains l'ont compris, mais que vu que l'on a évolué, les formes du mal évoluent également. Et tout à l'heure, je parlais d'assassinat social. Pour moi, c'est une nouvelle forme du mal, mais c'est toujours le mal. Et donc le fait que ça prenne des formes c'est moins franc du collier, vous savez, c'est plus sournois, c'est plus vicieux, ça passe par derrière, mais au final, les gens doivent être beaucoup plus vigilants pour repérer que c'est le mal. Et donc pour repérer les forces et le bien que chacun doit avoir pour se battre contre ça et pas accepter. Et en fait, ça paraît, quand vous y réfléchissez 5 à 10 secondes, ça paraît évident. C'est pas humain de mettre une partie de la population à part comme ça. C'est pas humain d'accepter qu'il y a une citoyenneté normale et puis il y a des sous-citoyens. C'est pas humain d'entendre des mots dans les médias qu'on va leur interdire l'accès aux magasins alimentaires. Enfin, je veux dire, je pourrais continuer comme ça la liste, ça ressemblera à une liste de supermarchés. Mais... Donc c'est facile en fait de reconnaître que c'est pas le bien. Que c'est le mal. Sauf que, vu qu'on a l'habitude dans nos dogmes mentaux et dans notre histoire de voir le mal sous une certaine forme, on n'y prend pas garde et on se fait avoir. Mais c'est normal, parce que tant que dans la conscience des hommes, il y aura encore ces souches qui méritent d'être expulsées, elles se matérialiseront différemment dans notre vie matérielle de tous les jours. Il faut juste prendre garde à ça. Et je finirai avec cette chose-là. Une des énergies, justement, du mal, qui arrive de façon... Encore une fois, c'est très manichéen, hein, mais je fais exprès de parler comme ça pour prendre des symboles que tout le monde peut facilement comprendre. Mais une des énergies qu'il faut absolument comprendre, qu'il ne faut pas se laisser avoir par elle, c'est la peur. La peur est l'énergie la plus néfaste et négative qui soit. Ça peut même être simplement la peur de ne pas obtenir ce que vous désirez. Toute forme de peur. Quand vous avez compris ça, alors à ce moment-là, et que vous avez fait une sorte d'introspection personnelle, vous pouvez vous battre jusqu'à la fin, même si vous savez que vous allez y passer. Voyez ? Parce que quand vous savez que votre combat il est juste, il est noble, il est humain, il est digne, il est moral, peu importe à la rigueur vous perdez. Parce que vous savez au fond de vous que vous avez gagné cette sérénité, on va dire du guerrier, de même à genoux, mourir dignement et de ne rien avoir à regretter. Et je terminerai aussi avec cette phrase-là, mais je la dirai en anglais. As I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because thou art with me. Pas évident de reprendre après ça. Moi, je dirais quand même que finalement, ce qu'il y a de positif dans cette crise, c'est que ça a révélé à chacun d'entre nous le monde qui allait venir. Il y a une phrase, puisque chacun cite quelque chose, Chateaubriand, c'est de dire « Il n'est pas nécessaire d'aimer le monde qui vient pour le voir venir ». Je pense que si il n'y avait pas eu cette crise du coronavirus, beaucoup d'entre nous ne se seront pas rendus compte de ce quoi on faisait face et on se serait retrouvés, des esclaves numériques dans les quelques années qui arrivent, sans n'avoir rien pu faire, alors qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de refuser ce monde qui vient et qu'on n'a pas envie de voir venir pour certains, que nous sommes des millions pour le faire et que ça suscite quand même beaucoup d'espoir. Je rajouterais aussi que ça fait penser à une citation que disait Albert Einstein. Il disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et pour moi, là, si vous voulez, je ne peux m'empêcher de penser à faire le parallèle avec ce que je suis en train de constater parmi mes propres semblables. Il y a beaucoup de choses qui sont totalement inacceptables. Dès le départ, il fallait dire non. Dès le départ. On a dit oui, on a cru, on a eu des promesses. Et finalement, on s'est fait mettre la corde au cou. Et en fait, on s'est fait zombifier. C'est de la zombification, parce qu'on vous a vidé de votre substance vitale, qui était la liberté, qui fait naturellement partie, en tant qu'attribut de l'être humain. Et donc les peuples doivent d'abord prendre conscience, c'est la première des clés de ce qui est en train de se passer. Sinon, ce processus de zombification sera encore plus massif, intense et à l'œuvre, amenant même à une forme d'esclavage de l'esprit, forme d'esclavage encore plus perverse, que les peuples croiront justement qu'ils sont libres. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.